Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. Parlons du séjour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lusaka. Pour commencer ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en fin de soirée de ce vendredi 28 avril 2022 à Lusaka, en Zambie. Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue Hakainde Hichilema. Les deux personnalités ont d'abord conversé en huis clos avant de faire participer leurs deux délégations respectives. À Lusaka, il est prévu la signature d'un accord relatif à l'industrie des batteries électriques que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à monter en République démocratique du Congo. Cet accord va donc permettre l'accélération du processus d'installation d'une usine pilote pour l'industrie des batteries électriques en République démocratique du Congo. Bien avant de s'envoler pour la Zambie, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait présidé hier jeudi à Lubumbashi la réunion du Conseil provincial de sécurité. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de mettre fin à l'insécurité grandissante dans cette partie du territoire national. Autre précision dans cet élément suivi. Présidé à Lubumbashi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réunion du Conseil provincial de sécurité a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Tiaboula Katoué. La paix et la sécurité de tous les habitants de toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga et la recommandation du président de la République au Conseil provincial de sécurité. C'est principalement au vu de tout ce que nous apprenons qui a fait que le Premier ministre ait conduit une délégation gouvernementale depuis le jeudi passé, et c'est par rapport à des tensions alimentées dans cette ville. Le président de la République est venu non seulement s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives, mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, l'ANER, la DGM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnus à tout citoyen congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici, qui s'est bien déroulée. Le savoir vivre ensemble dans le respect des uns et des autres pour une cohabitation pacifique est la grande recommandation à tous les citoyens. Et puis, dans un autre chapitre, à l'initiative de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, un agenda préparatoire de la concertation des ministres des Forêts et de l'Environnement de la Commission des Forêts d'Afrique centrale, COMIFAC en sigle, a été débuté ce jeudi 28 avril 2022 par Vision Conférence. Doudou Montieri. À l'initiative de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, du Développement durable de la RDC, un agenda préparatoire de la concertation de ministres de forêt et de l'environnement de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, a été discuté ce jeudi 28 avril 2022 par vidéoconférence. Pendant près de 2 heures, le ministre de Forêt et de l'Environnement de la COMIFAC ont cogité sur plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, entre autres l'organisation des travaux préparatoires de la COP27, l'organisation du 3e sommet de chefs d'État de la COMIFAC, l'organisation de la 11e session ordinaire du Conseil de ministres, la mobilisation de financement de Glasgow, les contributions égalitaires et la réunion PFBC.
Prenant la parole à cette conférence vidéo, F. Bazaïba a profité de l'occasion pour informer à ses pairs la décision prise par l'Égypte de co-organiser la pré-COP 27. Elle a également présenté au ministre de l'Environnement du bassin du Congo la vision de la RDC à ces sujets. Pour F. Bazaïba, la République démocratique du Congo compte travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des États du bassin du Congo pour la réussite de cette grande messe du climat. À en croire le propos de la patronne de l'environnement congolais, les ressources naturelles et les forêts de la RDC ne seront pas le seul à être valorisés lors des travaux préparatoires de la COP 27. Il sera question de parler plus des ressources du bassin du Congo qui contribuent à l'atténuation des réchauffements climatiques dans le monde. Un autre point évoqué au cours de cette réunion en ligne, c'est celui de l'organisation du sommet des chefs d'État de la COMIFAC. Pour l'économie de cette réunion, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a précisé qu'un travail de fond est à pied d'œuvre pour la réussite de ces sommets à travers une équipe technique, notamment du secrétariat exécutif de la COMIFAC et celle de la vice-primature à l'environnement. C'est là dans le but de mettre en place une feuille de route et fixer une date pour l'organisation réussie. C'est là dans le but de mettre en place une feuille de route et fixer une date pour l'organisation réussie de ces sommets de chefs d'État de la COMIFAC. Au regard de la lenteur sur la mobilisation des financements promis à Glasgow aux États du bassin du Congo, les ministres de la COMIFAC ont relevé le fait qu'il était important de renforcer les mécanismes de financement existants dans le bassin du Congo, mis en place dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique centrale, CAC, et optimiser le fonds bleu qui est un mécanisme financier du bassin permettant de recevoir l'essentiel des financements internationaux annoncés en faveur du bassin du Congo. Restons toujours au ministère de l'Environnement pour vous dire qu'en séjour dans la ville-province de Kinshasa, les chefs de la chefferie des Pelende Nord dans le territoire de Kenge, province du Congo, Sa Majesté Kianfu Mwaka Kabango, lui a présenté ce vendredi 29 avril 2022 à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, un projet de réforestation et de reboisement dans des groupements sur les 25 villages riverains qui comptent la chefferie des Pelende Nord. Suivez. En séjour à Kinshasa, le chef de la chefferie de Pelende Nord dans le territoire de Kenge, province du Kwango, Sa Majesté Nkiafu Mwaku Kabambe, lui, a présenté ce vendredi 29 avril 2022 à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable F. Bazaïba, un projet de réforestation et de reboisement dans 2 groupements sur les 25 villages riverains qui comptent la chefferie de Pelende Nord. Ces projets qui consistent à planter 12 millions d'arbres sur une superficie de 10 000 hectares ne concernent que le savane et s'inscrivent dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. Le projet Pelende Nord est négocié avec l'entreprise belge Colruyt Group et c'est là par l'entremise d'une société à responsabilité SARL Codeveco implantée en République démocratique du Congo. Un projet de reboisement qui va couvrir 10 000 hectares où on projette avoir 12 millions d'arbres pour, comme objectif, la séquestration du carbone. Et c'est pour ça que je voulais un peu rendre compte auprès du VPM qui est passé sur le terrain chez nous. Rappelons que la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, avait effectué au mois de décembre 2021 une visite dans les différentes pépinières de la société belge Colruyt, située dans la chefferie de Pelende, où elle avait procédé à la plantation symbolique d'un arbre baptisé Bazaïba Pelende en souvenir de son passage. À en croire le chef Nkiafu, la vice-premier ministre F. Bazaïba a promis de se rendre sur les lieux pour le suivi de l'évolution des travaux de ces projets. Colruyt Group, cette entreprise belge, œuvre déjà dans le secteur de reboisement dans la chefferie de Pelende Nord avec une acquisition des terres depuis 2021. Écho de la Commission électorale nationale indépendante à présent en séjour dans la province du Sud Kivu. Le président de la Commission électorale nationale indépendante
Denis Kadima Kazadi a présidé une séance de travail avec les agents et cadres du secrétariat exécutif de la Commission électorale nationale indépendante de ces coins de la République démocratique du Congo. Suivez. Pendant près de 2 heures, sous sa direction, les participants ont passé en revue les activités de tous les démembrements et des opérations électorales en cours, notamment l'actualisation de la cartographie électorale. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment ceux liés à la vision de la nouvelle équipe dirigeante de la centrale électorale. Le numéro 1 de l'assistance, s'appuyant sur l'équipe qui l'accompagne, a rappelé à l'assistance que les ressources humaines sont au centre de son action pour offrir aux Congolais des élections de qualité en 2023 et reflétant la volonté de l'ensemble des électeurs. Le président Denis Kadima a également expliqué qu'il est résolument engagé à améliorer l'image de la CENI. C'est dans ces cadres qu'il a initié un processus de rebranding qui consiste à redorer l'image de l'institution à travers notamment une gestion parcimonieuse des ressources aussi bien financières, humaines que matérielles mises à sa disposition. Il a rappelé la vision contenue dans le plan stratégique qu'il a mis sur orbite, une CENI des standards mondiaux qui imprime une culture démocratique pérenne en RDC. La question de la fraude électorale était également abordée avec les cadres et agents de la CENI du Sud Kivu. Alors que la Commission électorale nationale est à son 4e cycle électoral, elle ne peut pas organiser des élections qui conduisent aux mêmes problèmes que ceux du cycle passé, a-t-il estimé. Concernant les recrutements des personnels temporaires, le président de la CENI a insisté sur la concrétisation de la parité homme-femme, sur laquelle il dit accorder toute son attention. Sur la question de la sécurité durant les opérations électorales, le président de la CENI a indiqué qu'il est très sensible sur ce qui se passe à l'est du pays. Cette question a également été au centre des échanges que le président Kadima Denis a eu ce même jeudi 28 avril au gouvernorat avec le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Kassi. Oui, nous sommes venus voir le gouverneur de province pour nous enquérir sur la situation générale de la province. Parce que comme vous le savez, nous sommes en train d'entamer le travail de l'actualisation de la cartographie opérationnelle pour les élections, afin de pouvoir nous assurer que les électeurs ne sont pas trop éloignés des centres d'inscription. Mais tout cela, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Et pour bien m'informer, je ne pouvais que venir voir le premier citoyen de la province. Et nous avons eu de bons entretiens par rapport à ça. Le processus est en train de commencer. Nous sommes en train de recruter. Vous avez vu, il y a eu un processus de recrutement. Il y aura la formation, peut-être déjà demain. Et puis on va déployer les équipes qui vont justement mener ce travail-là. Il n'y a pas de blocage. On est en pleine préparation des élections. Elles auront lieu. Et puis, des réactions ne cessent de tomber au sujet des consultations tenues à Nairobi, en Kenya, entre les émissaires du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les groupes armés. En réaction, justement, les communicateurs de l'ECD, Madame Chantal Mumbani, parlent de diversions pour intégrer les groupes armés qui écument la paix à l'est de la République démocratique du Congo dans les institutions de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est que ces schémas de toujours dialoguer avec les groupes armés qui ont de parrains extérieurs. Pour Chantal Moboni, secrétaire nationale et chargée de la communication de l'ECD, les consultations entre les émissaires du chef de l'État et les groupes armés qui écument l'Est de la RDC tenus à Nairobi ne sont que de la simple diversion. De la question, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ces schémas de toujours dialoguer avec les groupes armés qui ont de parrains extérieurs, qui sont soutenus par le pays limitrophe de la RDC, ne va nous amener à nulle part. Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple les forces négatives comme le FDLR. Ce sont des Rwandais qui sont au Congo. Quand est-ce que la communauté internationale pourra organiser un dialogue entre le FDLR et le régime de Kagame pour chercher à ce que ces FDLR rentrent chez eux? Quand est-ce qu'on pourra organiser un dialogue pour que les ADF parlent avec le régime ougandais pour qu'ils rentrent chez eux? Nous pensons qu'une fois, c'est encore de la diversion qu'on est en train de faire.
Le problème qui se passe à l'est de notre pays a besoin d'avoir les institutions légitimes, les animateurs légitimes. Ce problème a besoin d'une solution de la défense, c'est-à-dire on doit mettre en condition nos militaires, on doit investir dans l'armée, on doit travailler notre diplomatie de telle enseigne que nous puissions lever l'embargo qui pèse sur nous par rapport à l'achat des armes. Nous devons mobiliser aussi la population pour pouvoir faire de la résistance citoyenne et ne pas permettre à ce que les gens viennent occuper nos territoires ou maltraiter nos populations. Nous pensons aujourd'hui que ce silence de la communauté internationale et cette façon de faire les choses n'est pour autre but que de chercher à intégrer ces groupes armés, ces forces négatives dans les institutions du pays et dans notre armée. Donc nous pensons que ce n'est pas ça la solution. Kabila en a fait autant. Il y a eu mixage, il y a eu brassage, il y a eu des processus DDR, il y a eu tout. Et où est-ce qu'on en est maintenant? Ça c'est un cercle vicieux. Nous pensons qu'il est impérieux aujourd'hui que les groupes armés pro-rwandais discutent avec le gouvernement rwandais pour rentrer chez eux, que les pro-ougandais discutent avec leur gouvernement pour rentrer chez eux, et si chez nous il y a quelques problèmes internes, que nous puissions aller au consensus interne, au consensus national, pour décanter la situation et trouver une cohésion nationale. C'est de la pure diversion. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs, madame Chantal Mombouni, que vous venez de suivre, elle est secrétaire nationale chargée des communications au sein de l'ICD. Et puis, ça a créé les tollés, les propos tenus par l'inspecteur général de finances, M. Gilles Alungeti, aux États-Unis au sujet de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, compris ou pas compris, mal interprété ou pas en tout cas, dans les lots des réactions, le président national et initiateur d'avenir du Congo, Jean-Calvin Bouessé, les qualifie des propos choquants. Il a été interrogé à cet effet par Emile Mouyaya. En ce qui concerne les sécurités, oui, là, les guerres dont on a souvent parlé du Congo, je voulais vous rassurer que le Congo n'est pas un pays en guerre. Mais pas reconnaître la guerre dans l'est de la RDC est regrettable et choquant. Sinon, à quoi servirait l'état de siège? Telle est la réaction du président national, initiateur de l'avenir du Grand Congo, AGECO. Jean-Calvin Bouessé face aux propos tenus aux États-Unis d'Amérique par l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Gilles Alungeti. Je ne pouvais pas imaginer notre frère Alungeti pouvait se comporter ainsi. Si aujourd'hui, lui, il peut nier qu'à l'est du pays, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de morts, mais à quoi sert l'état de siège? Donc il est en train de contredire même l'ordonnance signée par le chef de l'État. Donc le chef de l'État mentit. C'est regrettable, mon frère. C'est un comportement purement rwandais. Et ça met en doute son identité congolaise. Si tu peux aujourd'hui nier tes propres frères, les sangs de tes propres frères qui coulent au quotidien comme de l'eau, et tu te permets pour tout simplement convaincre les investisseurs et sacrifier les sangs des Congolais. C'est inhumain et un ingrat. Mais je crois que nous avons l'exemple du chef de l'État qui a effectué plusieurs voyages à l'étranger pour convaincre les investisseurs. Mais le chef de l'État n'a jamais nié que notre pays a des problèmes. Non. Tout d'abord, est-ce que c'est son travail, tout d'abord? La première des choses. Il est qui, Alungeti, pour aller nous chercher les investisseurs? Il devient qui? Les responsables de l'ANAPI? Le Congo n'a pas l'ANAPI. Donc, ils peuvent tout faire aujourd'hui. Vraiment, que Dieu nous aide. On doit finir avec ce gouvernement. Ça, c'est des aventures au plus haut sommet de l'État. Ça fait la honte de notre pays. Ça va continuer comme ça jusqu'où? On doit mettre fin avec ça. C'est regrettable. Il est qui, Alungeti? Il est qui? Est-ce que parmi ses attributions, il a droit d'effectuer ses voyages pour aller chercher les investisseurs? Posez-nous des questions. Il n'y a pas de gens qui sont formés pour ça. Est-ce que s'il faut convaincre les investisseurs, il faut nier le sang de tes frères? Donc il a maintenant le même discours que Paul Kagame. Ça, c'est le comportement purement rwandais. C'est purement rwandais. Mesdames et messieurs, et puis cette nouvelle, avant de poursuivre cette grande édition du journal
Sur Canal Congo Télévision, la République démocratique du Congo célèbre le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement, une occasion de mettre en exergue les revendications des enseignants et parents d'élèves. Comme cette journée tombe le dimanche, la journée du samedi est donc réservée pour un défilé à cet effet. Et puis, rapport de présumés prisonniers qui sont ou qui se retrouvent dans la prison centrale de Makala. Au moins 33 personnes sont décédées à la prison centrale de Makala à partir du mois de mars suite à une mauvaise prise en charge médicale des prisonniers et autres causes diverses. C'est en tout cas l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, qui l'a annoncé ce jeudi 28 avril 2022 à travers un communiqué le plus ample détail avec le coordonnateur de l'AZADO, Jean-Claude Katende-Chuvé. Le monitoring fait par l'AZADO pour le mois de mars qui nous a permis de publier le communiqué 03 relatif aux morts à la prison de Makala révèle que 33 personnes ou 33 prisonniers sont morts de suite de plusieurs raisons, mais principalement de maladies, par faute d'une prise en charge médicale suffisante. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il était important de rendre publiques ces informations pour appeler le Premier ministre à diligenter une enquête sur ces décès, parce que 33 personnes, c'est quand même un nombre important pour en déterminer les causes et prendre des actions qui s'imposent pour améliorer la situation des prisonniers en prison. En même temps aussi, nous avons demandé à la ministre de la Justice de pouvoir désengorger la prison de Makala où il y a de plus en plus de personnes dont certaines sont accusées de faits bénis tels que le vol d'un petit téléphone ou d'une chèvre ou d'une poule, des choses de ce genre-là, parce qu'il y a actuellement, si vous regardez sur la liste des personnes qui sont mortes, beaucoup ont été atteintes par la tuberculose. Non, mais vous voyez bien qu'à côté de chaque nom, nous avons donné la raison pour laquelle la cause pour laquelle la personne est morte. Mais vous savez que l'AZADO, dans le cadre de la prison, n'a pas suffisamment, n'est-ce pas, de moyens pour pouvoir enquêter suffisamment sur les cas pour savoir quelle est la raison profonde. Mais nous avons, à titre indicatif, selon les informations recoupées par nous, indiqué les causes du décès de chacun. Et puis, cette nouvelle, avant de poursuivre cette grande édition du journal, l'honorable Daniel Safou a déposé ce vendredi au bureau de l'Assemblée nationale son initiative parlementaire à l'endroit de quelques membres du gouvernement. Cette initiative s'inscrit donc dans le cadre de renforcer l'exécutif national en vue de répondre efficacement aux préoccupations de la population. Et puis une mini pleine DG pour adolescents, enfants et parents sera organisée le dimanche 1er mai 2022 au sein de l'école de formation des infirmiers située sur l'avenue Boulevard du 30 juin en face du musée national sous l'initiative des services Amour et Vérité de la communauté de l'Emmanuel archidiocèse de Kinshasa. Droit d'entrée $3 par personne. Suivez-les à travers cette annonce. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Service Amour et Vérité de la communauté de l'Emmanuel, archidiocèse de Kinshasa, organise le dimanche 1er mai 2022 au sein de l'école de formation des infirmiers une mini pleine des jeux pour ados, enfants et parents. À d'entrée, $3. Le programme des activités se présente comme suit. 10 heures, début de la journée. 10h15, film pour jeunes et ados. 12h30, messe. 14h, concours de dessin et jeux divers. 16h, remise des cadeaux.
17 h, clôture des activités. Chers parents, n'abandonnez pas vos enfants, vos nièces, neveux et petits cousins à la maison. Emmenez-le à cette mini-plaine qui est un moment de joie avec le Seigneur. Référence en face de l'UPC et du Musée national de Kinshasa. Pour tout contact, appelez au 081 52 60 281. Hâtez-vous car les places sont limitées. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Émile Mouyaya, réalisée par Diemerci Kifou. La prise de vue a été assurée par Olivier Longangwa Lernon, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.